Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Olivier Dallage, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Nous allons parler de l'Inde, ce pays méconnu par les Français, ce pays un peu fantasmé, ce pays, je le disais, d'1,407 milliard d'habitants qui est en pleine expansion démographique qui va dépasser la Chine en nombre... On dit même que c'est déjà fait. On dit même que c'est déjà fait. C'est un pays majeur, je disais, 5e puissance mondiale, c'est cela. Puissance nucléaire, rappelons-le. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre, on en parle beaucoup. Avec un Premier ministre, Narendra Modi, qui a l'air de s'entendre fort bien avec Emmanuel Macron. Qui est cet homme, Narendra Modi ? Narendra Modi est d'origine modeste. Oui. Il est de la région du Gujarat. C'est un État, c'est un pays fédéral, l'Inde. Et il a fait toute sa carrière à l'intérieur d'une organisation militante religieuse hindoue, qui est un peu la matrice idéologique du BJP, le parti nationaliste hindou, qui est aujourd'hui au pouvoir avec Narendra Modi à sa tête. Et il a dirigé l'État du Gujarat pendant une dizaine d'années. Et pendant cette période-là, tout début, il y a eu des tensions entre musulmans et hindous qui se sont traduits par ce qu'on a appelé des pogroms, des massacres qui ont fait près d'1 millier de morts chez les musulmans et quelques centaines d'hindous. Et ça, c'est une tâche dans la carrière de Modi qui a été interdit de visa aux États-Unis pendant une dizaine d'années et qui était également tenu à bout de bras par les pays européens. Ça a changé quand les sondages ont montré qu'il risquait de devenir Premier ministre. Effectivement, son parti a été élu majoritairement. Aujourd'hui, en on lui 2014. accorde, les Américains comme les Européens, une sorte de visa humanitaire, si j'ai bien compris. Humanitaire, je ne sais pas. On a oublié ce passé. Est-ce que la répression se poursuit ? Il y a 195 millions de musulmans en Inde, à peu près, c'est ça ? Peut-être même plus de 200 millions. Et est-ce d'ailleurs, que la répression se poursuit ? Ce qu'on sait moins, c'est que l'Inde va être le premier pays musulman du monde aux alentours de 2050 devant l'Indonésie. Ah d'accord. Mais ce seront toujours des gens en situation de minorité. De minorité au sein de l'Inde. Voilà, 15% environ. 15%, répression, c'est pas le mot. C'est-à-dire que l'esprit dominant, c'est que les musulmans doivent rester à leur place. Oui. Et ceux qui ne se font pas remarquer peuvent passer à travers les gouttes. Et de temps en temps, il arrive un mauvais sort à ceux qui passent sur le chemin de nationalistes hindous. Alors, Narendra Modi, hindou, nationaliste, régime autoritaire ou pas ? Alors, l'Inde dit que c'est la plus grande démocratie du monde. Sur le plan numérique, c'est indiscutable. C'est une démocratie en ce sens qu'il y a des élections qui se tiennent à date fixe. Et élections libres. Et des élections libres où le parti au pouvoir peut perdre les élections. Par exemple, ça vient d'arriver dans l'état du Karnataka. Le BJP vient de perdre, il a même pris une claque magistrale aux élections et c'est le parti du Congrès qui est revenu au pouvoir. Cela étant, Modi et ses partisans contrôlent l'essentiel des médias en Inde. La police fait du zèle. La justice représente quelquefois un contre-pouvoir, mais pas toujours, loin de là. Et c'est ce qu'on appelle le majoritarisme, c'est-à-dire que grosso modo, les gens appartenant à la religion majoritaire considèrent que les autres n'ont qu'à suivre. Bon, mais comment tient alors ce pays ? Comment est maintenu ce pays ? Comment l'unité du pays est maintenue ? Compte tenu de ce fédéralisme, de cette masse de population, de ce territoire très vaste, comment ce pays... C'est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements d'État. Oui. Et en gros, une moitié des États indiens sont tenus par le BJP et l'autre moitié par d'autres partis. Et une bonne partie de la vie de tous les jours est régie au niveau des États. Au niveau des États. Même s'il y a une tendance centralisatrice qui est très forte actuellement avec Narendra Modi, comme elle l'a été autrefois du temps d'Indira Gandhi qui avait décrété l'état d'urgence. Oui, je me souviens. Voilà. Oui, bien sûr, je me souviens. Bien, alors, défilé militaire auquel va assister Narendra Modi, participeront des fantassins indiens, 3 rafales de l'armée de l'air indienne. Je l'ai dit, une grande compréhension mutuelle entre l'Inde et la France. On s'attend à des achats de rafales, je crois. Alors, il y a des contrats qui sont sur la table. Il est vraisemblable, on verra bien ça,
qu'ils seront annoncés pendant la visite, ce qui ne veut pas dire que tout sera signé. Il y aura encore des détails. Ça porte sur 26 Rafale M maritimes, donc pour équiper le porte-avions Vikrant, qui est un porte-avions construit par l'Inde elle-même. Et puis, on poursuivra le contrat de fabrication des sous-marins Scorpène, qui sont faits dans les chantiers navals de Bombay. Il y en aurait 3 en plus des 6 qui sont déjà terminés ou en voie de l'être. Et on parle également d'un transfert de technologie important avec la fabrication de moteurs d'avion Safran, mais ça reste encore à préciser. À préciser, bien. L'idée, pour Emmanuel Macron, sur le terrain géopolitique, c'est de s'ouvrir vers le Sud. C'est-à-dire, le Sud, c'est l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. C'est de retisser ou de tisser des liens supplémentaires avec ces pays-là. Des pays dits non alignés. Alors, l'Inde est techniquement encore membre du mouvement des non-alignés, mais le mouvement des non-alignés, ça n'est plus grand-chose. Aujourd'hui, le discours qu'on entend en Inde, c'est le multi-alignement, ce qui, grosso modo, revient à dire que on se met d'accord avec un groupe de pays ou un pays déterminé en fonction des intérêts à un moment donné. Oui. C'est de l'opportunisme pur et simple, mais c'est ce que peut se permettre une puissance qui, aujourd'hui, est respectée et qui compte sur la planète. Et l'Inde a un désir majeur qui est d'être reconnue à la hauteur de ce qu'elle estime représenter. On n'a pas l'impression que l'Inde est reconnue, estimée, comme la Chine. Déjà, elle n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. C'est une très vieille revendication des Indiens. Les membres permanents, les 5, n'étaient pas très chauds pour ouvrir le cercle. Et puis, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les Français, les Russes, les Anglais, les Américains... sont favorables à l'entrée de l'Inde dans le Conseil de sécurité. C'est ce qu'ils disent, mais ce qui aide, c'est de savoir que la Chine va continuer de s'y opposer. Oui. Donc, autant ne pas se faire mal voir d'une puissance qui est en ascension, qui représente un marché important et qui compte. L'idée pour la France aussi, pour Emmanuel Macron, c'est de contenir l'expansionnisme chinois en retissant des liens étroits avec l'Inde. Non ? C'est surtout comme ça qu'on voit les choses à Washington, où d'ailleurs Modi vient de faire une visite extrêmement réussie à fin juin. Emmanuel Macron, sur la Chine, a eu des positions qui étaient un petit peu entre les deux et finalement pas tellement éloignées que ça de la position indienne, parce que les Indiens ont leurs problèmes avec les Chinois, qui occupent une partie de leur territoire dans l'Himalaya, mais c'est leur principal partenaire commercial, mais ils coopèrent au sein des BRICS, ces pays du Sud qui contestent l'ordre mondial dirigé par les Occidentaux, donc c'est beaucoup plus complexe que... c'est pas binaire du tout, quoi. Oui, les relations entre l'Inde et la Chine sont... elles sont un peu fraîches en ce moment à cause de ce qui se passe sur l'Himalaya, mais les relations ne sont pas rompues. Oui, et puis il s'agit aussi pour la France de contrer l'influence américaine dans la région Indo-Pacifique. Disons que la France et l'Inde ont un besoin mutuel de reconnaissance internationale. Oui. La France aime bien être considérée comme le troisième grand vers qui on se tourne quand on n'est pas totalement satisfait des deux autres. On a vu ça au Moyen-Orient, on voit ça avec l'Inde, et c'est vrai que la France et l'Inde partagent une conception qu'ils baptisent l'autonomie stratégique, qui consiste à ne pas s'aligner entièrement sur une des grandes puissances. Voilà. Après, l'Inde, parlons de ce pays quand même pour terminer, parce que j'entends, lorsqu'on parle de l'Inde, j'entends beaucoup de personnes dire c'est un pays dangereux, je n'irai pas, j'aurais peur d'y aller. C'est un pays dangereux, hein? Non, pas plus qu'un autre, c'est des généralités, ce sont des généralités, ça. Il y a des accidents de la route en grand nombre, il y a très ponctuellement des émeutes intercommunautaires qui peuvent faire des victimes, mais si vous parliez il n'y a pas très longtemps de ce qui s'est passé en France ces derniers jours, vu de l'étranger, c'est terrible. Voilà, donc il y a un effet grossissant, plus on est loin, plus on a l'impression que c'est terrible. Et puis, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes liés au viol ou aux agressions sexuelles contre des femmes. Tant qu'on n'est pas imprudent, c'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. C'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. C'est un pays qui, paraît-il, est magnifique. Enfin, vous le connaissez. C'est plusieurs pays, en fait. C'est plusieurs pays, voilà. Oui, évidemment. Évidemment, c'est plusieurs pays. Mais le contraste entre... C'est un pays à la fois très pauvre et très riche. C'est un pays riche où il y a beaucoup de pauvres. Mais aussi... C'est un pays riche où il y a beaucoup de pauvres. Mais aussi des riches qui sont très, très, très riches. Je veux dire, certains des premiers milliardaires sur la planète sont indiens. Oui.
Oui. Et c'est un pays très développé dans certains domaines, et notamment tout ce qui est numérique. Numérique, médecine, industrie pharmaceutique. Sur l'agriculture, ils ont également une technologie assez poussée. Voilà. Après, le principal problème économique de l'Inde est le manque de formation d'une grande partie de la population et le fait que le contrôle de qualité est très loin d'être homogène. Mais sinon, c'est-à-dire que le premier contrat des Rafales est tombé pour ça. C'est-à-dire que ils voulaient que Dassault garantisse la qualité de la production, alors même que c'était fait sous le contrôle d'ingénieurs indiens. Donc certains sont excellents et d'autres moins bons. Il n'y a pas d'uniformisation de la qualité. Ça, c'est un vrai problème pour l'industrie indienne. Oui, un vrai problème avec l'industrie. C'est un pays en pleine expansion quand même économique. Actuellement, le PIB croît d'environ 6% par an. 6% par an, oui. Et la population a beaucoup... Enfin, le taux de croissance de la population est maintenant juste au niveau du renouvellement. Ah. Donc, pourquoi ça? Parce que la société évolue. Exactement. Parce que là... Ils ont fait leur transition démographique. Oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Indien moyen vit mieux qu'il y a 10 ou 20 ans? Il y a une vraie... Alors, c'était nettement vrai avant le Covid. Oui. La crise du Covid a replongé dans la pauvreté quand même beaucoup de gens. C'est en train de revenir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un pays jeune. Oui. Mais c'est un pays jeune qui va vieillir. Et donc, un problème qui se situe à quelques dizaines d'années de maintenant, mais qu'il devrait commencer à prendre en compte. Comme la Chine. Mais voilà. C'est le même parcours démographique que la Chine. Oui, sauf qu'en Chine, il y a quand même une partie plus grande de la population qui est couverte par la sécurité sociale ou l'équivalent. En Inde. En Inde, la sécurité sociale est assez embryonnaire et réservée aux employés des grandes compagnies et de l'administration. Donc la sécurité sociale, c'est la famille, c'est le village, c'est les amis, voilà. Et donc dans 40-50 ans, quand il faudra... Il n'y a aucune protection sociale, c'est un pays pratiquement... Encore une fois, quand on est fonctionnaire, militaire, il y a on a une pension qui est pas très élevée, mais on en a une. Mais le reste de la population, il y a un secteur informel très important, et pour eux, il y a évidemment pas de sécurité sociale. Oui, un secteur informel, c'est-à-dire la débrouille, quoi. On se débrouille. Oui, ou enfin les marchands dans la rue. Évidemment. Bien, merci beaucoup, Olivier Dallage. Merci parce que ça nous permet de découvrir un peu plus ce pays mystérieux. Où est-ce qu'on en est avec le Pakistan? Les relations sont pas bonnes. Les relations sont toujours aussi mauvaises. Elles sont fraîches. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Plutôt un petit peu plus haut que le bas, mais c'est quand même pas très chaleureux. C'est pas très chaleureux. Deux puissances nucléaires, je voudrais le rappeler. L'Inde... Qui se sont fait une petite guerre alors qu'ils étaient tous les deux nucléaires en 99, mais ils n'ont pas utilisé la bombe. Ils n'ont pas utilisé. Oui, non, mais c'est intéressant avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Non, mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'ils se sont fait la guerre, petite guerre, mais aucun n'a utilisé l'arme nucléaire. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir. Passionnant. 12h26. Vous êtes sur Sud Radio. C'est Philippe David que vous retrouvez.